Magnifique. Ok, bonjour à tous, bonjour Asmara, bonjour Nicolas. Nicolas et Asmara travaillent avec moi, je les présenterai un peu plus tard. À nous trois, on devrait pouvoir vous faire un bon webinaire sur l'immobilier. Comme je le disais récemment à des clients, ou même à Asmara d'ailleurs, les Français et l'immobilier, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Donc, désolé, on va vous casser un peu votre bulle. Hein. Et puis peut-être qu'après ce webinaire, l'immobilier, ce ne sera pas aussi bien que ce que vous pensez. Mais on verra. On va essayer d'être honnête avec les bonnes choses de l'immobilier, les mauvaises choses de l'immobilier et tout ce qu'il y a entre deux. Hein. Donc avant de commencer, enfin avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, un petit avertissement. Tout ce que vous allez voir ici, c'est basé sur notre expérience, sur nos connaissances. Ça ne remplace pas une discussion avec nous directement. Hein. Chaque situation est différente. Et donc, attention à ce qu'on va vous dire, c'est à titre informatif. On va potentiellement parler performance, etc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, gardez ça en tête quand on va parler des performances. Dans un premier temps, je vais présenter un petit peu l'équipe rapidement. Désolé pour ceux qui participent à mes webinars régulièrement. Alors Magali, ça ne sert à rien de lever la main parce que je ne peux rien faire là-dessus. Si vous avez des questions, etc., je vous invite à les poser au fur et à mesure, pas en avance. Je vais vous montrer l'agenda. Euh, Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez utiliser le Q&A. Cette option-là dans Zoom. Mais si vous levez la main, je ne peux pas savoir. Je répondrai aux questions, ou plutôt on répondra aux questions, Smara, Nicolas et moi, à la fin du webinaire. Pas pendant le webinaire, sinon ça coupe le flow. Mais à la fin du webinaire, on va avoir plein de temps pour répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient, à condition que ce soit sur l'immobilier. Ce webinaire est enregistré et la présentation et l'enregistrement sera envoyé aux inscrits. Alors, qui sommes-nous? Donc, déjà, je me présente. Ça fait 16 ans que je suis aux États-Unis. Donc, mon nom est Guillaume. J'ai créé WeFinancial il y a 2018, qui fait partie d'un groupe que j'ai créé l'année dernière qui s'appelle le WeFinancial Group, dont je suis donc le fondateur. J'ai aussi une autre, parce qu'apparemment je m'ennuyais. Non, je m'ennuyais pas, mais j'ai une idée. J'ai créé aussi une fintech qui s'appelle Blue Grasshopper, qui elle fait quelque chose de complètement différent. C'est lié aux investissements 401k, etc. Si vous êtes curieux, vous pouvez y aller. Je suis accompagné de trois autres, on est six hein, dans l'équipe, mais j'ai trois autres conseillers financiers. L'INSEE qui n'est pas ici, qui s'occupe de toute la partie. On a d'autres marques. WeFinancial, c'est pour les Français et les familles franco-américaines aux États-Unis, les Américains en France aussi. Euh, Nous avons aussi une marque pour les Américains aux États-Unis, pour différentes marques qui se destinent à différents groupes. Et l'INSEE s'occupe de toute la partie anglophone. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas ici. Elle ne parle pas français de toute façon. Et par contre, on a Smara et Nicolas. Smara, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Et puis après, ça sera au tour de Nicolas. Ouais, avec plaisir. Donc, Smara Savoie, moi, je suis dans le New Jersey et puis je travaille aussi bien sur Oui Financial en français et en anglais. Smara est suisse d'origine. Ah, on va pas on va pas lui en vouloir, mais bon, Parlons du personne n'est match. parfait. Hein. Personne personne n'est parfait. Nicolas, Schwitzenati, Schwitzenati. Ok, j'arrête. Bonjour à tous. Moi, j'ai fait plus de 10 ans de gestion de patrimoine côté français. Je suis maintenant à San Francisco, pas très loin de chez Guillaume. Euh, Bienvenue à tous au webinaire. alors, donc comme je le disais, WeFinancial, c'est une marque d'un groupe qui est plus important que simplement WeFinancial, qui a d'autres marques. Sur WeFinancial s'occupe de tout ce qui est planning financier entre la France et les États-Unis et entre les États-Unis et la France. Hein, les deux côtés. Euh, le truc important, c'est qu'on est fiduciary, très très important. Si vous avez un conseiller financier actuellement, demandez-lui s'il est fiduciary. Ça veut dire qu'on doit mettre votre meilleur intérêt avant le nôtre. Hein, on ne vend pas de produits financiers, on ne reçoit pas de commission. Hein, nous, ce qu'on fait, ce qu'on vend, c'est du service.
Que vous achetiez ça ou ça, que vous achetiez un appartement en France ou aux États-Unis et que vous vouliez investir, etc., ça ne change rien pour nous. Vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas le cas de tous les conseillers financiers. Beaucoup, que ce soit en France ou aux États-Unis, vendent des produits financiers. Donc attention à ça, parce qu'ils ont du coup, ils ont un conflit d'intérêts. Alors, nous sommes basés à San Francisco, mais on travaille dans plus d'une trentaine d'États. Smara est basé dans le New Jersey. Nicolas et moi à San Francisco. Ce que nous ne faisons pas, c'est presque aussi important que ce que nous faisons. Déclaration de revenus, ça, ce sont les comptables. Nous, on va revoir les déclarations de revenus régulièrement. On va avoir des erreurs, mais ce n'est pas nous qui mettons les chiffres dans les cases. Tout ce qui est bilan retraite. Donc ça, il y a des gens spécialisés qui vont s'occuper de toute la paperasse entre la France et les États-Unis. On va prendre ce qu'ils vont vous dire et on va vous faire une simulation retraite. On va voir si ça passe ou pas. Mais par contre, on ne va pas faire de la paperasse avec l'administration française ou l'administration américaine. Ce qu'on fait, alors souvent, on vient nous voir pour la partie de gauche. J'ai du cash qui traîne et j'ai ce projet, qu'il soit immobilier ou pas. Est-ce que tu peux nous aider? C'est la partie investissement. Oui, on peut, mais ce qu'on fait, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Donc là, on a real estate, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On a aussi transmission du patrimoine, on a retraite, assurance, éducation, tout ce qui est optimisation fiscale, budgeting, equity compensation. On a fait un webinaire il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours, sur tout ce qui est RSU, stock option, etc. Tout ça, on fait. Tout ça, on fait. Comment ça se passe le travail avec nous? Deux aspects. Le premier aspect, c'est du pur planning financier. Ça se passe par séance. Une séance, c'est 1 heure et c'est $400 de l'heure. En 2 ou 3 séances, en général, on va pouvoir faire un plan financier complet. 2 ou 3 séances. Vous ne payez pas les préparations des séances. Vous ne payez que quand on se parle. Tout est inclus, il n'y a pas de surprise. Pas de surprise. Donc en 2 ou 3 heures, en général, on peut répondre à vos questions ou moins. On peut répondre à vos questions, on peut vous faire un plan, on peut voir si ça a du sens, ce que vous faites. Donc ça, c'est la partie planning financier. Et bien sûr, on a une partie investissement où là, la partie planning financier est incluse. Alors, on ne va pas en plus faire payer pour la partie planning financier. Donc investissement plus planning financier, c'est $5 000 plus 0,7% par an avec un maximum de 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez $200 000 à mettre, on ne va pas vous faire payer $5 000 plus 0,7% par an. Ça serait beaucoup trop. On va vous faire payer $4 000 par an, 2%. On peut gérer certains 401k à condition qu'ils ne soient pas chez Fidelity. On peut les gérer directement. Et puis après, sur la partie hors 401k, on a toutes sortes de stratégies avec des portefeuilles. La caractéristique de ce qu'on fait, c'est que les portefeuilles sont extrêmement personnalisés à votre situation particulière. Je n'ai pas 2 clients qui ont exactement les mêmes portefeuilles. Ça, c'est important. On a plein de webinaires, on fait plein de choses. Et puis, tous les mois, il y a un nouveau truc. Donc là, pour l'instant, on a des webinaires. Donc, comme je l'ai dit, RSU, ISPP, transmission du patrimoine, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Retraite, Ask Us Anything. Vous pouvez nous demander n'importe quelle question. On a un webinaire où les gens viennent et nous posent n'importe quelle question sur n'importe quel sujet. Et moi et mon équipe, on y répond. En français, en anglais, peu importe. Donc, on a aussi un podcast que je vous invite à aller voir, où on va parler, ça c'est moi, ça c'est Smara, où on va parler de plein de sujets. Immobilier, par exemple, on a fait un épisode sur l'immobilier, qu'on n'a pas encore publié. Mais on a fait un épisode sur la nationalité américaine, sur transmission du patrimoine, enfin, toutes sortes d'épisodes, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Comme ça, c'est gérable, c'est digestible pour les gens qui nous écoutent. Et donc ça, c'est podcast. Et puis, bien sûr, les webinaires, vous vous inscrivez sur le site web. Voilà, on n'est pas là pour parler de nous. Donc, c'est pour ça que on va regarder un petit peu l'agenda. De quoi on va parler? Donc, tout ce qui est investissement immobilier, on va parler avantages et inconvénients, on va parler rentabilité, on va parler d'un truc qui s'appelle des REIT, des SCPI, on va parler de LLC assurance, on va parler de transmission du patrimoine, très important quand on parle d'immobilier, particulièrement en France, on le verra. Tout ce qui est fiscalité, aux États-Unis, en France, meublé, non meublé, SCI, et comment on finance un achat. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui.
Donc, on va commencer par un certain nombre de choses. Donc, les avantages de l'immobilier. Après, on parlera des inconvénients. Hein. Et avant de commencer, donc je vais redire pour les gens qui sont arrivés que ce webinaire est enregistré, la présentation et l'enregistrement sera envoyé à tous les inscrits. Hein. Donc, si vous devez partir, etc., vous pouvez poser une question avant de partir, et puis on y répondra à la fin, ce sera enregistré. OK ? Donc, il n'y a pas de problème. Autre chose que je vais redire, on n'est pas contre l'immobilier. C'est juste que l'immobilier, en tout cas quand on est aux États-Unis, c'est pas aussi bien que quand on est en France. Alors, plusieurs avantages, et là, on aurait pu en mettre une vingtaine. Donc, j'en ai mis 8 hein, mais il y en a plein d'autres. Pareil pour les inconvénients, il y en aura plein d'autres. J'ai essayé de mettre les plus importants. Donc, ce qui est intéressant quand on fait de l'immobilier, et c'est très, très important de faire ça, c'est l'effet de levier grâce au financement bancaire. Ça veut dire que vous achetez un bien à 500 000 $ ou 500 000 €. Je vais parler en dollars, ça sera plus simple. Vous allez mettre 100 000 $ sous la table et vous allez emprunter 400 000 $. Donc, il va y avoir un effet de levier. Si vos loyers sont de 50 000 $, eh ben on va calculer les 50 000 $, ils ne vont pas être sur les 500 000 $, ils vont être sur les 100 000 $, sur ce que vous avez mis. Donc, ça veut dire 50% de retour sur investissement. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on calcule, mais c'est très proche. Voilà, parce qu'il faut enlever le coût du prêt, il faut enlever différents coûts, mais on le verra quand on parle de rentabilité. Mais l'idée, c'est ça. Donc, pour les gens qui disent « Ah ben non, je vais acheter un investissement cash, je vais acheter un investissement immobilier cash », très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Quand ce n'est pas, encore une fois, votre résidence principale. Ça, c'est différent. Mais quand, même ça, ce n'est pas une bonne idée. En général, acheter cash, ça ne va pas être une bonne idée. En général. Après, ça dépend des taux. Okay, il y a un effet de levier qui est quand même super important. Ça, c'est important aussi pour les Français. C'est un actif qui est tendu, qui est concret. On peut le toucher. C'est moins mystérieux que les marchés financiers. C'est oh là là, le marché financier, ça monte, ça descend, on ne sait pas trop pourquoi, c'est bizarre, etc. Là, c'est du concret, c'est de l'immobilier. Bien sûr, il y a des revenus locatifs. Alors après, ils peuvent être taxables, non taxables, etc. Ça dépend des cas, on va étudier ça ensemble. Mais il y a des revenus réguliers, à condition que les locataires payent. Bon, ça va être une autre histoire. Il y a un potentiel d'appréciation sur le long terme. C'est-à-dire qu'en général, l'immobilier sur le très long terme va s'apprécier. Ce qu'on voit beaucoup, par contre, c'est que ce soit les agents immobiliers ou nos clients, ils sont un peu trop optimistes. Hein. Donc, ils se disent, ah bah, ça va me rapporter, ça va augmenter de 4-5% la valeur. Non, en général, ça augmente avec l'inflation, 2 à 3% sur 15 ans. Où que ce soit. San Francisco, regardez sur les 15 dernières années, 2%. Pourtant, on se dit, mais attends, San Francisco, Guillaume, ça a doublé, la valeur de l'immobilier a doublé. Ouais, mais elle a doublé parce qu'elle avait fortement chuté en 2007-2010. Elle a doublé entre 2011 et 2021, mais depuis. Alors là, c'est en train de reprendre, mais depuis 2021, ça n'a pas fait grand-chose. Donc, il y a des grosses montées, puis après, ça stabilise, et puis après, il y a des regrosses montées. Mais sur 15 à 20 ans, en général, c'est 2 à 3%. L'appréciation immobilière. Donc, sans compter les loyers que vous recevez, etc. Donc, c'est pour ça qu'on parle de protection contre l'inflation. Quand ça prend 2 ou 3%, ça suit l'inflation. Alors, si c'est bien structuré, on peut optimiser fiscalement l'immobilier. C'est-à-dire qu'on va réduire les dépenses qu'on fait, etc. On va pouvoir les déduire et ça va venir, ou quand on revend avec un gain, etc., ça va être taxé de manière différente. 15%, long terme capital gain, 15% ou 20%. Donc, quand on revend un bien immobilier et qu'on a fait une plus-value, ça peut être intéressant en termes de fiscalité. Diversification du patrimoine. Les marchés, ça monte et ça descend. L'immobilier, ça monte et ça descend aussi, mais on ne le voit pas. Donc, émotionnellement, c'est un peu plus facile à gérer. Et ça ne va pas bouger de la même manière que les marchés. Si les marchés chutent de 20%, comme ils l'ont fait en début 2025, l'immobilier n'a pas chuté de 20%. Par contre, en 2008-2010, les marchés ont chuté de 40 à 50%, l'immobilier a fait la même chose.
Hein, donc, quelquefois, ça va de pair. Alors, on parle de diversification du patrimoine. Donc, quelquefois, j'ai des clients qui me disent non, mais je ne veux pas mettre tout mon argent sur les marchés parce que c'est tous mes œufs dans le même panier. Et puis, ils prennent tout leur argent et ils vont acheter un bien immobilier. Ils vont faire exactement ce qu'ils ont dit qu'ils ne feraient pas. Mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils vont mettre tous leurs œufs dans un bien immobilier ou plusieurs biens immobiliers. Hein, donc, diversification du patrimoine, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, culturellement, et c'est ce que je disais au début du webinaire, culturellement, c'est très ancré en France. Euh, Depuis tout petit, j'ai dit oui, mais se construire un patrimoine, quand on est français, se construire un patrimoine, c'est acheter de l'immobilier. Patrimoine égale immobilier. Donc, culturellement, très très fort en France. Ce qui a du sens en France, qui a probablement moins de sens aux États-Unis. Aux États-Unis, la culture, c'est plus les marchés, avec le 401k, ce genre de choses. L'immobilier, c'est quand même assez présent ici, mais c'est essentiellement les marchés. En France, c'est l'immobilier. Et d'ailleurs, on a plein de lois qui permettent de réduire les impôts en France. Robien, Borloo, etc. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Mais attention, attention. Juste parce que vos parents vous disent non, mais attends, tu as 30 ans, tu n'as pas encore acheté un bien immobilier, qu'est-ce que tu fous? Ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. Attention. D'autres choses à rajouter, Smara et Nicolas, sur ces avantages? Je sais que vous aurez des trucs à rajouter sur les inconvénients, probablement. Non, rien d'autre. Je pense que tu as bien résumé. Ok. Nico, ça marche. Alors, inconvénients. En bon français, j'aime bien les inconvénients. Hein, j'aime bien le négatif. C'est pas mal. Alors, bon, après, ça fait 16 ans que je suis aux États-Unis, donc je suis un peu trop optimiste en général. Alors, les inconvénients, les rendements. Alors, quand je vois les rendements, donc mon agent immobilier m'a dit ça ferait 8 ou 9%, etc. Et en vrai, quand on calcule le coût du prêt, les taxes, euh, les travaux, etc., on est bien, bien en dessous de ce genre de choses. Hein, donc, les rendements sont souvent, souvent inférieurs aux attentes. Hein. 1 et 2, ça va ensemble. Très, très souvent, et je vois des clients, donc je suis des clients sur plusieurs années, et j'ai des clients qui me disent ah ouais, je veux vraiment faire un projet immobilier, etc. C'est vraiment quelque chose, c'est un peu comme avoir des enfants, hein, avoir un projet immobilier. Euh, on ne réfléchit pas trop financièrement. Hein, avoir des enfants, c'est financièrement très mauvais investissement. Émotionnellement aussi, mais financièrement, émotionnellement, très mauvais investissement. Mais on les aime bien, les enfants. Et donc, moi, j'ai 2 enfants, hein, deux ados, 2 filles. Euh, pour certaines personnes, avoir un bien immobilier, c'est la même chose. Hein, c'est quelque chose, j'ai un job, tout ça, j'achète un bien immobilier, j'ai des enfants, j'ai un chien. Hein, c'est le truc habituel. Et donc, souvent, souvent, on sous-estime tout ce qui est entretien, coûts récurrents, etc. Hein. Un exemple Gestion de des ça, locataires. Guillaume, Ouais, si je peux vas-y, interrompre, un vas-y, exemple de vas-y. ça, c'est de se dire, bah, en fait, j'ai très peu, ça je l'ai déjà vu avec des clients, on a très peu de dépenses de travaux, d'entretien, il nous coûte rien, ce bien, vraiment très limité. Et puis ensuite, quand on regarde un peu plus en détail, bah, il y a 5 ans, ils ont refait le toit. Et en fait, ça va pas être linéaire, ces dépenses de travaux et d'entretien. Ça va être souvent, hop, une grosse dépense. Et puis après, peut-être pas grand-chose pendant 1 ou 2 ans. Mais du coup, il faut lisser et puis faire une moyenne pour vraiment estimer la rentabilité. Parce que ces grosses dépenses, elles ont un gros impact sur la rentabilité à long terme. Voilà. Et effectivement, moi, j'ai des clients qui me disent non, non, mais on a refait le toit l'année dernière, donc il est rentable à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, mais non, c'est de la triche. Hein. Vous avez perdu de l'argent l'année d'avant, maintenant vous gagnez de l'argent, mais ça prendra 10, 15 ans à juste récupérer ce que vous avez dépensé. Donc attention à ça. Gestion des locataires. Alors pareil, hein, on ne pense pas trop à ça. En France, très difficile de virer des locataires. Aux États-Unis, plus facile. Hein, mais très, très difficile de virer des locataires. Risque d'impayé très important. Oui, mais Guillaume, on a des assurances, etc. Ouais.
Mais ça rentre aussi dans la rentabilité, dans le coût de la rentabilité. Donc les locataires aussi peuvent détruire l'appart. Et on verra qu'en France, si on veut fiscalement optimiser le bien, la contrepartie, c'est que les locataires vont tourner beaucoup plus souvent. Donc ça peut créer des frais supplémentaires. 4, je viens d'en parler. Fiscalité, voilà, si c'est mal structuré en France, si vous, par exemple, et on le verra après, vous avez une location non meublée en France, vous payez des impôts en France. Et donc, vous devez déclarer des choses, ça vous coûte des impôts, etc. Vous payez aussi des impôts aux États-Unis potentiellement, au niveau étatique. Donc, quand c'est mal structuré, attention, vous pouvez payer plus que ce que vous aviez pensé. Rentabilité qui tente à diminuer avec le temps. Alors ça, c'est intéressant. Et on en reparlera probablement quand on parlera de la rentabilité. On verra que quand vous avez acheté un bien immobilier, et souvent des clients me disent « Ah non, mais Guillaume, t'inquiète pas, c'est rentable. Je sais, j'ai fait le calcul. Mais ils ont fait le calcul en prenant le prix d'achat d'il y a 10 ou 15 ans. S'ils prennent le calcul, et il faut pas faire ça. Encore une fois, le bien, il n'a plus la même valeur après 10 ou 15 ans. Peut-être qu'il a doublé. Et donc, les 50 000 $ de loyer que vous aviez sur 500 000 $ il y a 15 ans, maintenant, votre bien, il vaut 1 million de dollars, et les loyers n'ont pas doublé, les 50 000 $, ils sont sur 1 million de dollars. 5%. Ça faisait 10% quand vous l'avez acheté, ça fait 5% maintenant, moitié moins. Donc, avec le temps, la rentabilité tend à diminuer parce que l'augmentation de la valeur du bien est plus importante que l'augmentation des loyers. Et les coûts aussi. Les coûts du bien avec le temps. Il y a des travaux à refaire, il y a de plus en plus de choses à refaire. Donc la rentabilité diminue avec le temps. Attention. Faible liquidité, très très important. Alors, on oublie que quand on met de l'argent sur les marchés ou dans d'autres produits, sauf des produits d'assurance, il y a une liquidité. On peut les récupérer quand on veut, en cas de problème, etc. C'est possible. Un bien immobilier, très difficile de récupérer. Alors, aux États-Unis, plus facile qu'en France. Aux États-Unis, vous pouvez refinancer, vous pouvez avoir une ligne de crédit, etc. En France, très, très difficile. Il faut revendre le bien. Et donc, vu le marché de l'immobilier en ce moment en France, on est sur des périodes très, très longues. Transmission du patrimoine. Tout le monde oublie ça. Je vais acheter un bien immobilier en France parce que j'aime bien, etc. Oui, mais ce bien immobilier en France, qu'est-ce qui se passe si vous mourrez? Il va être soumis à la loi sur la transmission du patrimoine française, qui dit au-dessus de 100 000 € par adulte par enfant, vous payez entre 5 et 45%. Et donc, il y a des donations en nue propriété à faire, il y a un certain nombre de choses à faire qu'on fait avec nos clients. Alors, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est les notaires, mais on les aide, on les accompagne sur ces sujets-là. Il y a des questions de fiscalité, il y a des questions, est-ce qu'il faut faire une SCI, pas une SCI, il y a une indivision, il y a des rachats entre frères et sœurs, enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent avec l'immobilier en France. Donc, attention à ça. Smara, Nicolas, d'autres choses à rajouter? Je sais qu'on l'a fait ensemble, la présentation, donc on a déjà pensé à ça, mais je vais être poli quand même. Tout bon? OK. Alors, rentabilité. Donc ça, c'est un point important. On va distinguer deux choses. Donc, il y a l'investissement immobilier. Il y a souvent, mes clients me disent « Ah, je veux acheter un bien, je veux investir dans l'immobilier. » Mais en fait, ils veulent dire pas investir dans l'immobilier. Ils veulent acheter une résidence pour eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas du tout le même calcul en termes de rentabilité, etc. Si vous achetez pour vous-même, pour y habiter, à combien vous évaluez le fait d'être chez vous, etc. Vous ne l'évaluez pas. Alors après, on fait des évaluations, on a des calculateurs. On va dire, est-ce que ça vaut plus le coup financièrement de louer ou d'acheter? Donc, on a un calculateur tout simple. Enfin, pas tout simple, mais en tout cas, il est sur Excel. Et il va nous permettre de dire, voilà, vous devez rester tant d'années dans votre bien pour que ça vaille le coup. Et donc ça, on le fait. Mais je dirais, c'est pas la même manière de penser. Quand vous achetez pour vous, quand vous investissez dans l'immobilier. Donc moi, la seule chose quand je discute avec des clients sur un achat pour eux, ce que je leur dis, c'est vous inquiétez pas de la rentabilité.
Ce qui est important, c'est est-ce que vous pouvez vous permettre? Est-ce que vous allez trouver quelque chose, hein, si c'est à San Francisco, est-ce que vous allez trouver quelque chose qui vous plaît et que vous pouvez, et sans que ça vous mette en faillite? Voilà. Donc, est-ce que vous avez 2,5 millions? C'est à peu près ça ici, pour trouver quelque chose de correct. Euh, est-ce que vous avez 2,5 millions à mettre dans une maison? On peut faire avec moi, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, est-ce que vous pouvez vous permettre de faire ça? C'est ça qui est important quand vous achetez pour vous-même. Maintenant, un certain nombre de choses quand vous achetez, que ce soit en France ou aux États-Unis, hein, c'est le même principe. Comment on voit la rentabilité, nous, conseillers financiers? On n'est pas agent immobilier, on est conseiller financier. Hein, donc, quelquefois, j'ai des discussions, oui, mais mon agent immobilier, etc. Oui, mais il a une manière de calculer les choses qui n'est pas la même que nous. Ah, donc, trois importantes idées reçues qu'on entend très souvent avec les clients. Oui, mais mes loyers remboursent le crédit, donc l'investissement est rentable. Pas du tout. Ça veut dire que vous ne déboursez pas d'argent. Oui, mais si je ne débourse pas d'argent, Guillaume, ça veut dire qu'il est rentable. Non, la rentabilité, c'est pas ça. Il peut perdre 2% et vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent régulièrement. Et souvent, les loyers remboursent le crédit, c'est sans penser aux dépenses, comme Smara le disait, aux dépenses enfin pas temporaires, mais one shot, une fois par an. Tiens, on doit rembourser le toit, 30 000 $. Là, les loyers ne remboursent pas. Vous mettez la main à la pâte. Ça, c'est clair. Charge de Moi, copro, taxes foncières, assurance, etc. Voilà, frais de donc gestion locative. les loyers remboursent le crédit, oui, peut-être. Mais est-ce qu'ils remboursent aussi les taxes et tout ça? Gestion locative, etc. En général, non. Mon agent immobilier, ça, ce que je disais, m'a dit que le rendement était de 8%. L'agent immobilier ne calcule pas les choses de la même manière que nous. Voilà. Un bien, et ça je le disais déjà précédemment, un bien qui est rentable aujourd'hui, elle le restera toujours. Non, vous pouvez avoir acheté un bien, et je pense à un client là, où ça m'a pris 2 séances pour le convaincre que oui, c'est grâce à son bien quand il a acheté que maintenant il a un bon patrimoine, mais aujourd'hui il est plus rentable. Et ça c'est émotionnel. C'est basé sur la décision qu'il a prise. À l'époque, elle était bonne. La décision de garder le bien, elle est mauvaise. Mais on ne veut pas dire, ah ben mince, j'ai fait une erreur. Sur ces 3 ou 4 dernières années, j'ai gardé le bien alors que je perdais de l'argent. C'est très difficile. Et pourtant, ils ne sont pas attachés émotionnellement au bien, mais ils sont attachés émotionnellement à la décision qu'ils ont prise. Donc c'est très difficile de se dire, ah bah, j'ai pris une bonne décision, c'est grâce à ça que maintenant j'ai de l'argent, etc. Bah oui, mais maintenant il faut regarder différemment. Je vois la même chose très souvent chez les gens qui sont en tech. Hein, ils ont 90% de leur patrimoine sur Google et ils ont beaucoup de mal à revendre leurs actions. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que maintenant ils ont plusieurs millions. Parce qu'ils les ont gardés. Hein, ils ont eu de la chance. J'ai plein de gens aussi qui ont gardé leurs actions et qui ont tout perdu. Hein, j'étais chez Fitbit avant d'être conseiller financier il y a quelques années. Et les gens qui ont gardé leurs actions, bah, elles est passée de 50 $, à 4 $. Ils sont tout perdus. Mais ça, on n'entend pas parler. Alors, on entend parler des success stories. On n'entend pas parler de toutes ces entreprises qui ont été cotées en bourse et qui se sont cassées la figure. Donc, je vois beaucoup ça, cette partie émotionnelle de rester sur une décision qui était bonne à un moment, mais qui est plus bonne maintenant. Voilà. Donc, rembourser le capital que vous avez mis, c'est pas un rendement, c'est pas une rentabilité. Vous remboursez le capital. Encore une fois, la rentabilité doit être calculée sur la valeur actuelle du bien, pas sur son prix d'achat. C'est la valeur actuelle à l'heure d'aujourd'hui. Comme je le disais, les loyers augmentent souvent moins vite que la valeur du bien. Ah, ça peut être un excellent actif, hein, ça peut être bien d'avoir ça, mais ça peut être un mauvais investissement. Ce n'est pas la même chose. Et donc, quand je regarde le calculateur, je l'ai mis ici, pour vous donner une idée, on va prendre, donc là, on regarde le mortgage, voilà. Par exemple, là, on va mettre ce qui reste à payer à 1 million, 6,5% d'intérêt. Ça, c'est le coût du mortgage, 65 000 $. Là, on va dire, je ne sais pas, ça peut être 100 000 $ qu'on récupère. On va à zéro, voilà. Les dépenses, elles peuvent être de 25 000 $.
Les taxes, elles vont être de 0 en général parce qu'on va pouvoir déduire un certain nombre de choses. À la revente, elles ne vont pas être de 0. La valeur actuelle, très important, c'est 1,5 million. Hein, et l'appréciation, en général, c'est 2%. Là, vous dites, ah ouais, je gagne 100 000 dollars. Pas mal. Sur 1,5 million. Ouais. Ouais, mais si on prend les dépenses, si on prend ça plus ça, 65 000 plus 25 000, ça fait déjà 90 000 qui sautent. C'est tout. Là, ça fait 4% de retour. Là, je dirais 4% de retour, vous vous embêtez pour rien. Ça ne vaut pas le coup. Revendez. Parce que 4%, on peut le faire sans risque sur les marchés, avec plus de liquidité, plus intéressant. Donc, ce calculateur, on utilise avec les clients, et il est tout simple, hein, mais on voit tout de suite qu'il y a un problème. Tout de suite. Immédiatement. Donc ça vous donne une idée. On n'est pas... Ce qu'on fait ici chez WeFinancial, c'est on a des calculateurs comme ça, où on peut très bien voir immédiatement comment ça se passe, les formules, etc., exprès. On ne va pas avoir une boîte noire. Hein, alors, c'est moche, hein, c'est Excel, c'est moche, mais ça fait le job de manière transparente. Et ça, c'est très important pour nous. On veut que vous compreniez pourquoi on fait ce calcul et pourquoi c'est pas rentable. Alors, maintenant, on a parlé de l'immobilier. J'ai parlé des biens physiques. Hein. Maintenant, on peut investir dans l'immobilier sans avoir un bien physique. Hein. Donc, on a quand même de la diversification, moins les embêtements de le gérer soi-même ou de le faire gérer par une société et discuter avec la société de gestion, etc. Il y a un truc qui s'appelle des REIT, Real Estate Investment Trust, qui est l'équivalent des SCPI. Je ne sais pas d'ailleurs, on a fait du franco-anglais ici. Qui est l'équivalent des SCPI en France, Société civile de placement immobilier en France. Donc en gros, qu'est-ce que c'est REIT ou SCPI? Au lieu d'acheter 100% d'un bien, vous achetez 1% de 100 biens. Vous allez acheter des parts de différents biens. Donc vous investissez dans une entreprise qui détient un portefeuille immobilier qui va vous donner une part. Donc ça peut être coté sur les marchés financiers. Dans ce cas-là, c'est très liquide. Ou ça peut être privé. Et dans ce cas-là, ça manque de liquidité, il y a pas mal de scams, et puis il faut regarder les fine print. Et la rentabilité peut être limitée, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Alors quand je dis qu'il faut regarder les fine print, j'ai un exemple. Par exemple, j'ai un client qui m'envoie, c'était il y a 2-3 mois, qui m'envoie un projet immobilier à Hawaï, où ils vont distribuer des parts. On regarde les documents, ça a l'air super intéressant. L'hôtel qu'ils vont mettre en place ou le projet immobilier qu'ils vont mettre en place, il est supposé super rentable, 14 à 15%. Je regarde bien partout, ça m'a l'air clair, les choses, etc. Puis d'un coup, on voit fine print. Tout en bas, caché, une petite note qui dit attention, donc vous devez. Le projet immobilier n'existe pas. Hein, donc, vous avancez l'argent. Puis après, vous donnez, vous achetez pour dans le futur. Et le projet, il est 3 ans, etc. Fine print, parce que c'est Hawaï, les gens qui y habitent, les voisins, etc., peuvent bloquer le projet. Parce que c'est protégé, il y a un certain nombre de règles, etc. Donc, ils peuvent très bien dire non, on ne veut pas de ce projet-là et tout bloquer. Et donc, au lieu que le projet arrive dans les 2-3 ans, ils disent que ça peut provoquer des délais. On peut parler de 5 ans, 8 ans, 10 ans, si jamais ça arrive. Mais si vous ne voyez pas ça, eh ben vous avez bloqué tout votre argent. Vous pensiez le bloquer pendant 3 ans. En fait, vous le bloquez pendant 5 ans, 10 ans, si ça ne se casse pas la figure. Parce que ça arrive aussi souvent. Je le vois très, très souvent, des projets comme ça qui se cassent complètement la figure. Donc, vous ne récupérez pas votre argent. Voilà. Ça se fait beaucoup. Les médecins, ils adorent ça. Hein. Ça s'appelle syndicate et ils adorent investir dans ces trucs-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ils adorent. Ça rapporte pas mal quand ça marche bien, mais quand ça ne marche pas, vous perdez tout. Et ce n'est pas liquide pendant ce temps-là. Hein. Attention, donc ça, c'est côté
côté américain. Côté français, il y a ce qu'on appelle les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Donc ça, c'est un peu la même chose, mais attention, parce que c'est considéré comme revenu. Donc pour les résidents fiscaux américains, taxables aux États-Unis, au niveau étatique et fédéral. Donc attention à ça. Les SCPI aussi sont taxés en fonction du pays où ils sont. Donc quand c'est la France, c'est extrêmement élevé. Quand c'est d'autres pays européens, donc quand on a des clients qui ont des SCPI, qui veulent vraiment faire des SCPI en Europe, on leur dit prenez des SCPI européens. Parce qu'en ce cas, vous êtes taxé dans les différents pays, 15 à 20% en général. En France, c'est beaucoup plus élevé, le double, quasiment. Donc, prenez des SCPI européennes. Mais ce n'est pas ce qu'on conseille. Complexité de déclaration, fiscalité moyenne, retour sur investissement bof. Donc ça, en général, on va plutôt privilégier des REIT aux États-Unis et des REIT non cotés. Parce que les REIT cotés, hein, celles qui sont sur les marchés, ça peut paraître bien. Tiens, on va investir dans notre portefeuille, on va investir immobilier, mais en fait, on va voir que ça bouge de la même manière que les marchés et de manière plus volatile. Ça veut dire que ça descend beaucoup plus rapidement. Donc, il n'y a pas une vraie diversification en faisant ça. Hein. Alors que il y a des REIT comme dans Fundrise ou d'autres boîtes comme ça qui ont pignon sur rue et qui sont un peu plus intéressantes. Des choses à rajouter, Nicolas et Smara? Côté SCPI en France, actuellement, il y a un vrai sujet de liquidité parce que les rentabilités de la majorité des SCI se sont effondrées avec les changements de taux qu'il y a eu en France. Beaucoup de personnes tentent de sortir et il n'y a pas d'acheteurs. Donc, quand il n'y a pas d'acheteurs, vous pouvez pas vendre vos SCPI. Donc, actuellement, il y a des queues de quasiment un an et demi, et vous devez décoter vos parts de 30-40% pour espérer avoir une liquidité. Donc attention à ça aussi. Les SCPI en France, malheureusement, alors il y a toujours des nouveaux acteurs qui arrivent pour acheter des nouveaux biens et qui font que la rentabilité paraît exceptionnelle. Mais en fait, on n'achète pas une SCPI pour la garder 2, 3, 5 ans. On l'achète pour la garder 20 ans. Et en fait, les anciennes se retrouvent avec des fortes baisses de rendement. On veut les quitter, on va vers les nouvelles. Les nouvelles affichent un très bon rendement pendant quelques années. Et puis en fait, petit à petit, le marché décline et c'est pas très efficace. Donc attention à tout ça. Je parle en conséquence de mon Connaissance de expérience cause. personnelle, à la fois personnelle et de tous les clients que j'ai accompagnés qui ont fait ce type de projet. Euh, ouais, voilà ce que je voulais dire sur ça. Smara? Ouais. Expérience personnelle aussi, malheureusement, sur ce slide. Donc, SCPI. Déjà, les SCPI, c'est pas facile à en acheter quand on est résident fiscal US. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui sont ouvertes. En plus, un des avantages des SCPI quand on vit en France, éventuellement, c'est de faire un effet de levier. Vous pouvez pas le faire si vous êtes aux États-Unis. Vous pouvez pas emprunter pour acheter des parts de SCPI. Et comme l'a dit Nicolas, très peu liquide, ça peut prendre des années. J'en suis l'illustration. Nicolas a dit qu'il avait une expérience similaire pour retrouver l'argent qu'on a mis dedans. Et puis, je dirais juste sur les REIT, alors les cotés, effectivement, pour les raisons qu'a dit Guillaume, moyen. Mais les non-cotés, vraiment, j'insiste aussi sur le manque de liquidité parce que ça aussi, c'est du vécu personnel. Ça peut faire comme des SCPI et prendre potentiellement des années, le jour où vous voulez sortir, à pouvoir sortir. Donc attention. Voilà. Qui veut investir dans des REIT et des SCPI maintenant? Alors, LLC et Société civile immobilière. Donc souvent, quand on investit en immobilier, j'ai des clients qui me disent non, mais Guillaume, il faut que je fasse une LLC pour des questions fiscales, etc. Pas du tout. Une LLC, c'est pas pour des questions fiscales. Alors, on ne fait pas une LLC pour des questions fiscales, on fait une LLC pour des questions juridiques. Une LLC, Limited Liability Company, euh, dans tous les cas, même si vous n'avez pas de LLC, vous pouvez déduire vos dépenses ici aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de faire une LLC pour faire ça. Alors, souvent, on a cette vision française qu'il faut une structure juridique pour pouvoir déduire. Ici aux États-Unis, beaucoup plus flexible. Pas besoin d'une structure juridique. Mais par contre, en termes juridiques, ça va être important.
Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de LLC et que vous louez un bien, s'il y a un problème dans ce bien avec vos locataires, les locataires peuvent se retourner et vous n'avez pas de protection sur votre patrimoine. Donc, ils peuvent se retourner contre vous à hauteur de votre patrimoine. Pour éviter ça, et c'est pour ça que ça s'appelle Limited Liability, la LLC va faire une barrière entre votre patrimoine personnel et le patrimoine de la LLC. Alors, on peut transpercer cette barrière, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, LLC, très très important pour des questions de protection juridique. Voilà. Donc, ce n'est pas un outil d'optimisation fiscale, c'est un outil de protection juridique. Okay. En parallèle de ça, il y a aussi une assurance locataire. Et une umbrella insurance aussi, une assurance globale responsabilité civile. Donc, il y a aussi des assurances qu'il faut faire. Une SCI en France, et souvent, parce qu'on travaille avec des Français, hein, ils nous disent « Ah oui, on veut faire l'équivalent d'une SCI, c'est pour ça qu'on fait une LLC aux États-Unis. » Non. LLC aux États-Unis, protection juridique. SCI en France, transmission du patrimoine. Voilà. Vous avez plusieurs biens immobiliers, et on va en parler juste après de la transmission du patrimoine. Si vous avez plusieurs biens immobiliers, ça peut être plus intéressant d'avoir une SCI pour regrouper ces biens et de donner les parts à vos enfants. Souvent, une des erreurs qu'on voit, c'est que j'ai 2 appartements, je vais en donner un à un enfant et l'autre appartement à un deuxième enfant. C'est le pire des scénarios. Parce que s'il y a un bien qui s'apprécie beaucoup plus que l'autre, vous avez créé une inégalité entre les enfants au moment de votre mort. Donc l'un va recevoir beaucoup plus que l'autre. Ça peut créer des problèmes. Ah oui, mais mes enfants, non, ne vous inquiétez pas, ils s'entendent bien. Ouais, jusqu'à ce moment-là, ils s'entendaient bien. Après, ça va être un petit peu différent. Donc attention à ça. Donc, une SCI en France, et ce n'est pas ce qu'on fait forcément tout le temps, mais quelquefois, c'est une possibilité. Comment ça se déclare aux États-Unis? Ça se déclare comme un foreign partnership. Donc, attention aux déclarations. Une SCI, alors après, est-ce qu'elle a des revenus, pas de revenus, etc. Ça, c'est différent. Mais c'est considéré comme un foreign partnership, et donc, à ce titre, doit être déclaré aux États-Unis. Donc, avant de faire une LLC, une SCI ou n'importe quelle structure juridique, posez-vous la question pourquoi vous le faites. Protection familiale, transmission, fiscalité, gestion familiale. Parce que des fois, j'ai des clients qui mettent en place quelque chose en pensant que ça fait autre chose. Non. Attention à ça. Et la SCI en France, ça crée un certain nombre de limitations, etc. En termes de fiscalité, en termes de ce qu'on peut faire meublé, non meublé, etc. Smara, Nicolas, des choses à dire là-dessus? Non, ok. Alors, transmission du patrimoine. Donc, on a eu un webinaire sur la transmission du patrimoine il y a quelques semaines. Il devrait être sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à regarder parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Je ne dis pas ça parce que c'est nous qui l'avons fait. C'était quand même un bon webinaire. Donc, en termes de transmission du patrimoine, il y a vraiment une grosse différence entre la France et les États-Unis. Il faut absolument anticiper la transmission du patrimoine, quel que soit l'âge. Absolument. Donc, nom propre, SCI, Trust, LLC, etc. Il faut anticiper ça. Que ce soit votre résidence principale, un investissement. Alors, en France, ça se passe différemment. Si vous achetez un bien en France, et c'est un des rares cas, si vous achetez un bien en France, ce qu'on appelle la loi in situ. Votre bien immobilier est en France, vous êtes soumis à la loi sur la transmission du patrimoine française pour votre bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au-dessus de 100 000 euros par adulte par enfant, vous payez entre 5 et 45 %. Aux États-Unis, c'est 15 millions de dollars par adulte. 15 millions. 15 millions, 100 000 euros. Donc attention à ça. En France, il y a une réserve héréditaire. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous pouvez faire des donations tous les 15 ans. Encore une fois, aux États-Unis, vous pouvez faire des donations jusqu'à 15 millions de dollars à n'importe qui. Vous pouvez utiliser un trust pour vous aider dans la transmission. Le trust, ce n'est pas un outil fiscal. Pas un outil fiscal, c'est un outil de transmission du patrimoine. Ça devient un outil fiscal si vous avez plus de 15 millions de dollars. Pas individuellement. 30 millions si vous êtes en couple. À partir de là, on fait un type de trust qui devient
un outil fiscal. En dessous de ça, c'est pas tout le monde qui a 30 millions de dollars. En dessous de ça, c'est pas le même type de trust. Donc souvent, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent: ah oui, Guillaume, j'ai lu sur Internet. ChatGPT m'a dit que. Non, mais c'est parce que vous n'avez pas posé la bonne question. Vous avez confondu irrevocable trust et irrevocable trust. Donc, tout ça, attention, attention. Donc, ça se prépare des années à l'avance. Par exemple, là, j'ai des clients, ils viennent d'acheter 2 propriétés en France, sans m'en avoir parlé avant, sinon on n'aurait pas fait la même chose. Ils ont acheté cash en France. Un, ils ont fait l'erreur d'acheter cash en France. 2, ils ont acheté directement. Ils auraient pu faire une donation à leurs enfants auraient acheté le bien immobilier, et puis question de transmission du patrimoine, ça aurait été plus simple. Donc maintenant, ils vont faire des donations en nue propriété. Donc tout un tas de paperasse, ça va coûter un certain nombre d'impôts, etc. Et puis ils auraient fait un prêt en France, on verra dans le parti financement que c'est possible, et ben, du coup, ça diminue la valeur nette du bien aussi. Donc ça, c'est intéressant aussi de faire un financement en France. En général, c'est pas intéressant d'acheter en France. Je vous dis tout de suite, financièrement, en termes de transmission du patrimoine, etc. Mais quelquefois, il y a la partie émotionnelle qui joue. Des choses que je n'ai pas dites, Smara et Nicolas, là-dessus, sur la Ouais, juste pour transmission la du partie patrimoine. in situ, ça s'applique aussi sur les États-Unis. Si vous avez des biens dans plusieurs États, la transmission du bien qui est dans un État autre que celui dans lequel vous résidez va générer, par exemple, un probate process dans cet autre État. Donc voilà, ça c'est aussi des Ouais, choses très bon à point. prendre en compte avec ses Absolument. propres règles. Ouais, et les 15 millions d'abattements aux États-Unis, c'est au niveau fédéral. Au niveau étatique, ça peut être différent. Par exemple, en Californie, il n'y a pas d'impôt sur la transmission du patrimoine. Dans d'autres États, ça commence à 3 millions ou 7 millions. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Voilà. C'est pas la fin, encore une deuxième partie. Mais je fais une petite pause là, on va se regrouper un petit peu. Si déjà vous voyez que dans tout ce qu'on a dit, il y a des questions ou il y a des points qu'on doit discuter ensemble, c'est le moment de prendre rendez-vous. Prenez votre téléphone, vous cliquez là-dessus et vous allez discuter avec Smara ou Nicolas. Donc, n'hésitez pas, prenez rendez-vous, vous pouvez aller aussi sur le site pour prendre rendez-vous, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le moment de le faire. Alors, fiscalité. Oups. Fiscalité aux États-Unis. Les revenus locatifs sont imposables. Mais vous pouvez déduire, en général, ils sont imposables, mais vous n'avez pas payé quoi que ce soit, parce que vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt, les charges du bien, il y a un amortissement du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une dépréciation du bien. Sur le papier, votre bien perd de la valeur tous les ans, en théorie. En pratique, il ne le fait pas, mais en théorie, il le fait. Vous achetez un bien à $1 million, vous pouvez, non, on va dire, ça va être plus simple pour moi à calculer, à $300 000, vous le dépréciez sur 30 ans, tous les ans, vous pouvez retirer $10 000. Mais après, il y a un truc qui s'appelle la recapture. C'est-à-dire que vous retirez $10 000 par an, donc vous ne payez pas d'impôt, mais quand vous le vendez, ces $10 000 deviennent un gain. Mais les gains sont taxés à 15 à 20 %. Donc c'est plus intéressant. Donc les plus-values, ça devient une plus-value, cette dépréciation à la fin. Donc attention à ça. Tôt ou tard, vous perdez un impôt, il ne faut pas rêver. Il y a une possibilité de reporter l'impôt. Donc vous avez acheté un bien, soit votre résidence principale ou pas. Alors il y a un abattement sur la résidence principale jusqu'à $500 000 quand vous êtes en couple, sur les gains. C'est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent, mais on en a déjà discuté. Vous pouvez faire un 10-31 exchange. C'est quoi? Ça ne va pas vous éliminer capital gain, il ne faut pas rêver, mais vous avez fait un gros gain sur un bien immobilier. Vous pouvez le revendre et racheter un bien équivalent et reporter le gain. C'est pas un 10-31 exchange. Il y a un certain nombre de règles là-dessus, donc il faut faire très attention. Des règles de temps, et un certain timing, etc. Là, on va faire un 10-31 exchange quelquefois. C'est pour des gens qui ont fait un investissement immobilier il y a très longtemps, qui ont un gros gain. Et alors, ça ne marche pas si c'est en France, pas vraiment, mais ça marche bien si vous êtes aux États-Unis. On peut échanger
ce bien contre des REIT. Donc, on peut diversifier comme ça, faire un 10-31 exchange. Ça passe par des sociétés particulières parce que c'est un peu compliqué. Attention, les règles varient selon les États, etc. Voilà. Mais il faut absolument, absolument anticiper la fiscalité. Très, très important. Très, très important. En France, moins intéressant. Hein, la location LMNP est généralement la seule option intéressante. C'est la seule option intéressante, loueur meublé non professionnel. Parce que du coup, ça se passe un peu comme aux États-Unis. Vous n'allez pas payer d'impôts en France parce que vous allez pouvoir déduire un certain nombre de charges. Alors, c'est ce que je disais un peu avant dans le webinaire. Le problème avec ça, donc vous avez des baux de 1 an, ce qui est intéressant, parce que tous les ans, vous pouvez virer les locataires, mais la location est meublée. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent et en général, ça va être de courte durée, 1 an, 2 ans. Et après, ils vont partir. Donc, il y a pas mal de turnover. Voilà. Donc, en général, on va pouvoir, grâce à ce régime-là, on va pouvoir annuler l'impôt. Voilà. Les revenus restent à déclarer aux États-Unis. Et là, il y a ce système de recapture, etc. Donc, ce sera, en général, il n'y aura pas d'impôt en France, pas d'impôt aux États-Unis, jusqu'à ce qu'on vende. Après, ça, c'est différent. Voilà. Donc, la location non meublée, en général, à éviter. À éviter. Alors, souvent, on pose la question, Guillaume, j'ai une location non meublée, qu'est-ce que je fais? Une location, c'est un contrat entre deux personnes en France et aux États-Unis aussi. C'est un contrat entre deux personnes. Vous pouvez potentiellement négocier avec votre locataire actuel que vous passiez en meublé. Dans ce cas-là, la personne, quand elle part, elle laisse ses meubles. Tout le monde est content. Vous lui donnez 3 mois de loyer gratuit si elle accepte de changer le contrat pour une location meublée. Et quand cette personne part, elle laisse ses meubles. Gagnant-gagnant. Donc ça, euh, à étudier. Des choses à dire, Smara et Nicolas. Vous m'arrêtez hein, si j'oublie un truc. Vous voulez rajouter quelque chose parce que là, je vais y aller. On a encore quelques. J'aimerais bien terminer d'ici la fin de l'heure, mais à mon avis, ça va être difficile. Ah, peut-être pas, remarque. Ouais, non, ça devrait aller. Alors, de manière maintenant, comment on finance un bien en France? Alors, on peut faire un prêt immo en France. Il y a des sociétés comme cartefinancement.com qui peuvent vous aider. Ça passera par des banques privées. C'est les seules qui veulent prêter aux Américains. Ne commencez pas à téléphoner aux banques, à la BNP et dire ah, je suis américain. Vous allez perdre votre temps. Alors, ça ne sert à rien. Alors, les taux d'intérêt sont très intéressants en France. Donc, ça, c'est bien. Les prêts que vous allez obtenir, ce sera basé sur vos salaires américains. Mais par contre, il va falloir un projet minimal. 300 000 euros. 200 à 300 000 euros minimum, le projet. Il faut prévoir plusieurs mois. Et il faut recourir à un courtier spécialisé, cartefinancement.com par exemple, voilà, comme je le disais ici. Donc ça, tiens, c'est marrant, ça n'a pas mis, ça l'a pas mis en lien. Donc c'est possible de faire un prêt immobilier en France. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément. On le verra après. Mais En général, ouais, vas-y, Smara. ouais, il y a en général des conditions qui s'ajoutent, qui sont plus grandes que celles que vous avez si vous êtes en France et que vous faites un emprunt en France. Vous devez mettre en général 20 à 30% d'apport. Et souvent, les banques demandent d'adosser des biens, d'acheter des parts sociales ou de faire d'autres types d'apports déguisés pour obtenir le prêt. Je rajouterais aussi, on a vu beaucoup de dossiers où la banque d'origine, donc que vous avez depuis 30 ans, vous dit oui, oui, on va vous financer, on va vous accompagner, vous signez, vous commencez à monter le dossier, puis ils se rendent compte que le dossier passe en décision agence, très bien, c'est bon, il passe en décision régionale, c'est bon, et puis arrivé au national à 10 jours de la signature pour éditer l'offre de prêt, le national découvre que vous êtes aux États-Unis, que financièrement, ils préfèrent utiliser l'argent de la banque pour financer des gens qui sont en France et disent tout simplement non. Et à la dernière minute, vous vous retrouvez avec une signature à faire et pas de financement. Donc Très attention très à ça courant. parce que ça nous arrive du coup à nous en urgence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc Guillaume va parler d'une solution juste après qui parfois sauve les meubles dans certains cas. Mais si on n'a pas d'argent forcément déjà aux États-Unis,
eh ben, parfois on se retrouve bloqué et on doit du coup abandonner le dossier. Et si vous n'avez pas mis une condition suspensive d'obtention de financement, ça peut coûter de l'argent à donner au vendeur. Donc attention à ça. Commercialement, ils ont tout intérêt à vous dire oui. Et puis la décision risque arrive au dernier moment et le dossier peut ne pas se faire à la dernière minute. Mhm. Alors, donc la première possibilité, pré-IMO en France, possible. Et on peut faire une combinaison entre ça et d'autres choses. La chose qu'on fait beaucoup, beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle un box spread, peu importe le nom. C'est on va emprunter aux US pour acheter en France. Qu'est-ce que c'est en deux mots? C'est vous empruntez à vous-même. Donc ça suppose d'avoir un certain patrimoine aux États-Unis dans un compte taxable, un brokerage account. Et imaginons que vous avez 1 million de dollars dans un brokerage account, on va pouvoir emprunter sur ce 1 million de dollars. Donc ce 1 million de dollars va continuer à travailler sur les marchés et on va vous donner, on va vous faire un chèque. Enfin, ce ne sera pas un chèque, ce sera un virement. Mais on va vous dire, bah voilà, on vous donne 500 000 dollars et vous en faites ce que vous voulez. C'est du cash. Donc plutôt que de revendre pour 500 000 dollars d'actions ou de placement, on va emprunter ces 500 000 dollars, on va vous les donner, après vous achetez ce que vous voulez. Une grosse voiture si vous voulez, parce qu'on conseille. Mais vous pouvez acheter en France ou aux États-Unis un bien immobilier. Et vous allez l'acheter cash. Hein, donc, ces 500 000 dollars, ils existent. Ils existent à deux endroits. Un, dans votre compte, continue à monter. Deux, dans votre bien immobilier. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ce système-là? C'est que, un, ça passe pas. Un, le coût, le taux d'intérêt, il est 4,3%. Très intéressant et c'est déductible des impôts. C'est un coût, ça peut être un taux fixe entre 1 mois et 5 ans. Ok. C'est très rapide à mettre en place, 2 à 3 semaines. On peut mettre ça en place. Il n'y a pas de banques qui sont dans le mix, il n'y a rien du tout. 2 à 3 semaines, c'est pour mettre en place la possibilité de le faire. Après, c'est comme une ligne de crédit. Après, vous l'utilisez ou pas. Donc ça, c'est gratuit, il n'y a pas de frais de la mettre en place. Une fois que vous décidez de le faire, ça prend 24 heures pour recevoir, 24 heures ouvrées pour recevoir l'argent. Donc c'est très rapide. C'est pas un prêt. Ça ressemble à un prêt, mais c'est pas vraiment un prêt. C'est des positions sur le marché. Et donc, ça n'a aucun impact sur votre crédit score et sur votre taux d'endettement. Ça existe depuis les années 80. Simplement que depuis l'année dernière, on peut le faire avec des sommes beaucoup moins importantes. Avant, c'était des dizaines de millions de dollars. Maintenant, à partir de 125 000 dollars. En gros, on peut le faire. Est-ce que ça vaut le coup pour une petite somme? Non. Euh, mais c'est quelque chose qu'on fait avec 30 à 40% de nos clients. Très, très courant, ce qu'on fait. Donc, on recommande, si vous avez des portefeuilles imposables, donc taxables, brokerage account, ça ne marche pas sur les comptes retraite, on va conseiller ça. Si vous allez, c'est pas pour spéculer. C'est-à-dire qu'on ne va pas emprunter et puis remettre dans un autre truc super risqué, etc. C'est pour diversifier. Immobilier, refinancement, ce genre de choses. Il faut que votre horizon soit relativement long. Il faut que vous soyez émotionnellement, donc comme on fait ça avec beaucoup de clients, la plupart du temps, les clients, ils comprennent et ils vont dire, ouais, ok, on va le faire. Certains clients, ils ne sont pas à l'aise avec ça, émotionnellement. Donc là, par exemple, j'ai une cliente qui a acheté pour 800 000 dollars un bien immobilier en France à 800 000 dollars qu'elle a payé cash. Donc elle avait 1,6 million dans son compte. On a vidé la moitié de son compte et elle a payé cash. Elle aurait gagné à peu près 50 à 60 000 dollars par an en faisant ce système, à peu près. Après, les performances passées, je ne préjuge pas des performances futures. Mais c'est à peu près le truc. 50 à 60 000 dollars. Énorme. Et elle en a bien conscience, hein. Mais émotionnellement, non. Trop bizarre. Donc ça, nous, on optimise pour la partie financière. Après, au client de voir s'il est à l'aise pour faire ça ou pas. Déconseiller si votre portefeuille est dans des structures notes ou dans des choses comme ça, on ne va pas pouvoir faire ça. Si vous avez des besoins spéculatifs ou court terme, donc si votre portefeuille il est super spéculatif, vous investissez dans ça et ça et vous changez d'avis
tous les mois, vous achetez, vous revendez, etc. C'est pas fait pour ça. Contre retraite, ça marche pas. Un confort, on l'a déjà dit. Donc ça, on dit à nos clients, attention, on sait que c'est bizarre. Nous, on le fait tout le temps, mais ça peut être bizarre pour vous. Et si vous avez besoin euh, de l'argent qui est dans votre compte, hein, quand on emprunte 500 000 dollars sur 1 million, eh ben on bloque pas la totalité d'1 million, mais on en bloque une partie. Donc vous ne pouvez pas retirer l'argent quand vous voulez, une fois que vous avez emprunté à vous-même. Vous ne pouvez pas devoir plus que ce que vous avez. Donc votre compte, si vous empruntez, je sais pas moi, 600 000 ou 700 000 dollars sur un portefeuille qui a 1 million de dollars, il ne peut pas baisser en dessous de 800 000 dollars. Sinon, ça pose problème. Donc, vous ne pouvez pas devoir plus que ce que vous avez emprunté. Donc, nous, on met en place des stratégies. Si vous empruntez sur 1 million de dollars, 600 000 dollars, on va mettre en place une stratégie dans votre portefeuille. Donc, les 1 million de dollars vont être investis, la totalité, qui va être quelque chose de peu agressif pour éviter que ça chute de 30 ou 40%. D'autres choses à rajouter, Smara, Nicolas? Oui, notamment sur les modalités de remboursement de ce type de financement. Il faut savoir C'est vrai. que comme vous retrouvez totalement la main sur cette dette, parce qu'en face, il n'y a pas d'établissement bancaire avec qui vous signez un engagement, vous êtes totalement libre de faire ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mensualité à payer tous les mois. On ne se retrouve pas avec un tableau d'amortissement où naturellement, quand on fait un prêt immobilier avec une banque, on paye beaucoup d'intérêts au début, très peu à la fin. On se retrouve avec un tableau d'amortissement qui n'existe pas. En fait, on sait exactement combien vous avez emprunté et on sait exactement combien vous devez au terme. Et en fait, le principe, c'est tout simplement de renouveler ce prêt chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Donc en fait, ce système-là vous permet, en termes de flux de trésorerie, plutôt que d'aller rembourser tous les mois un prêt, vous pouvez alimenter votre compte brokerage à compte de la même somme tous les mois pour le faire augmenter en valeur et investir vos assets. Voilà. Et Donc ce pas qu'on mal de conseille choses de à faire de ce côté-là. Ouais, vas-y Ouais, Guillaume. ce qu'on conseille de payer par an, c'est uniquement les intérêts. Donc, si par exemple, vous avez 1 million, vous empruntez, je dis n'importe quoi, 100 000 dollars, vous allez payer 4,3%, donc 4 300 dollars d'intérêt par an. Ça, on vous conseille vous n'êtes pas obligé, mais on vous conseille de le rembourser. Et vous n'allez pas le sortir de votre compte. On va le prendre directement des gains qu'on a fait de votre compte investi. De l'année en Donc les cours. 4 000, Mm. voilà, de l'année en cours. Donc les 4 300 dollars, et ça, ils vont être considérés comme une perte. Donc en termes fiscal, ça va être déduit de vos gains. Euh, il y a plein de choses à dire sur ce box spread, hein. J'ai conscience que c'est complexe, mais en gros, vous n'avez rien à payer tous les mois. Et vous remboursez à votre rythme, comme vous voulez. Ça, c'est quand même super intéressant. Exactement. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on a terminé. On va répondre à toutes les questions. Vous pouvez prendre rendez-vous pour discuter de tout ça sans aucun problème. Euh, je vais enlever le partage. Voilà. Et puis, on va aller regarder les quelques questions qu'on a. Donc, si vous devez partir, etc., vous inquiétez pas, vous pouvez partir. C'est enregistré, ça sera envoyé à tout le monde. Voilà, on va commencer avec les questions. Alors, peux-tu donner un overview de ce que vous couvrez pour le domaine éducation? Alors, tout ce qui est 529, donc les comptes spéciaux pour l'éducation, si on peut calculer combien il va vous falloir euh, pour vos enfants, pour aller à l'université, quel type d'université, ce genre de choses. Hein, donc tout ça, on peut faire des simulations là-dessus. Là, on ne peut pas vous aider, c'est qu'est-ce qu'il faut dire pour rentrer dans un college, dans une université ou des choses comme ça. Alors sur les aides, on peut potentiellement vous aider sur les aides, mais il y a il y a des consultants qui sont spécialisés sur les aides financières, etc., qui seront probablement plus efficaces que nous là-dessus. Pour le Q&A, qu'est-ce que tu penses de la stratégie short-term rental aux États-Unis en occupant 100 heures par an pour pouvoir faire un bonus depreciation
en année 1 et faire réduire revenu imposable qui est taxé à 40%, puis faire un 10-31 et passer de bien en bien jusqu'à la step-up basis de fin de vie. Je peux répondre, mais qui veut répondre à ma place ou pas? Non. Ok. Donc pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est voir qu'un seul angle. Quel est le projet? C'est voir qu'un seul angle, l'angle fiscal. Oui, on peut déprécier, mais en regardant qu'un seul angle, hein, et on le voit très très souvent, c'est 90% de nos. Non, je sais pas. Enfin, énormément de clients voient uniquement l'angle fiscal. Ah, je vais économiser des impôts. Donc ils font ce type de choses. Ils vont économiser 5 000 dollars d'impôts. Ça va leur coûter en quelquefois 15 000 ou 20 000 dollars, sans compter l'énergie que ça prend, le suivi, etc. Donc peut-être, oui, ça peut être intéressant. Mais est-ce que ça rapporte vraiment? Est-ce qu'on veut s'embêter à faire tout ça pour économiser 5 000 dollars? Est-ce qu'on parle de 5 millions de dollars ou est-ce qu'on parle de 100 000 dollars? On parle probablement plus de 100 000 dollars. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de faire ça pour économiser 2 francs 6 sous, comme on dit? Ça fait longtemps que j'avais pas. Je suis content d'employer cette expression, parce que ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Alors, ça vaut pas le coup. Je rajouterais, si vous avez un avantage en tant qu'individu sur ce sujet, que c'est quelque chose que vous faites au quotidien, à titre professionnel dans votre emploi, que vous êtes agent immobilier, que vous avez une connaissance particulière sur ça, que vous pouvez exploiter pour faire ce type de projet, ça vous apporte un avantage. Si c'est pas votre métier, que c'est pas votre quotidien, que vous voulez rajouter ça en plus, potentiellement, ça vous met dans une roue qui est infinie, dans laquelle vous devez impérativement rester dans ce système en passant de bien en bien, parce que sinon vous déclenchez une forte plus-value et tout de suite on se retrouve relativement bloqué. J'ai des gens qui ont fait ça pendant des années, ils sont rentrés en France et aujourd'hui ils sont bloqués avec ce bien aux États-Unis qui est quasiment que de la plus-value. S'ils vendent, ils perdent, ils payent 70% de la somme en taxes entre la France et les États-Unis. Et en fait, ils étaient totalement bloqués. Et même moi, du coup, nous, WeFinancial, on n'a pas forcément de solution pour eux dans ce cas-là. On est obligé de passer à la caisse. Donc attention à ce système où on est obligé de rester à l'intérieur et on n'a aucun exit réellement possible, à part en payant énormément de taxes des deux côtés. Merci, Guillaume. Comment envisager la fiscalité d'être propriétaire de biens immobiliers en France par rapport aux États-Unis? Toujours, comment envisager la fiscalité? Et je vais vous donner un truc pour éviter toute fiscalité en France. Pas avoir de biens immobiliers en France. Comme ça, vous ne posez même pas la question. Blague à part, loueur meublé Je non peux couvrir professionnel. ça si tu veux. Ouais. Vas-y. Ouais, loueur meublé non professionnel, c'est l'idéal pour le régime. Et après, donc, vous devez déclarer en France chaque année. S'il y a un bénéfice, il est taxé en général à 37% côté français. Ensuite, vous déclarez ces revenus aux États-Unis. Vous pouvez appliquer un crédit d'impôt sur la partie fédérale aux US. Dans la majorité des cas, pas du tout sur la partie étatique. Et ça veut dire que s'il y a un bénéfice en France, là, il y a une espèce de double taxation possible au niveau étatique plus au niveau français. À savoir que les méthodes d'amortissement comptable entre les deux pays sont pas exactement les mêmes, les chiffres sont pas Ouais. exactement les mêmes, ce qui veut dire qu'on doit faire deux comptabilités distinctes, une aux États-Unis, une en France pour le même bien immobilier, qui rajoute sérieusement des taxes. Enfin, en tout cas, psychologiquement, ça nous oblige à faire deux comptabilités pour le même bien et rajoute des charges en termes de comptabilité CPA. Et puis, je rajouterais que le LMNP, c'est limité à 23 000, grosso modo, à plus ou moins. Donc, c'est assez limité en France. Vous allez faire un bien qui fait peut-être 300, 400 000, 500 000. Mais en fait, vous allez être très vite limité en termes de possibilités sur du LMNP en France. Ouais. LLC ou Umbrella Insurance ou both. Je n'ai que la Umbrella Insurance. Pourquoi choisir? Moi, je veux tout. Non, je pense que LLC et Umbrella Insurance. Les deux. C'est quand même mieux. Alors, c'est ce qu'on conseille. Pour les résidents fiscaux français, les SCPI dans une assurance vie type Louvre Infinity peuvent rester très intéressantes, notamment parce que l'assureur prend en charge une partie du risque de liquidité et parce que certains acteurs peuvent permettre une meilleure
restitution ou prise en compte des crédits d'impôt étrangers. Vas-y. Je lève le doigt. Merci pour le sujet, parce que c'est un sujet pour le coup que je maîtrise bien dans mes 10 ans d'expérience en banque en France. Alors, résident fiscal français, j'espère que vous n'êtes pas de nationalité américaine, parce que là, du coup, ça poserait problème en termes de déclaration auprès des États-Unis. Donc ça, c'est la première chose. Mais disons que vous êtes 100% français, fiscaux français et que vous n'avez plus lien avec les États-Unis. L'assureur, théoriquement, prend en charge une partie du risque de liquidité. Oui. Dans les faits, mon expérience m'a montré que si on commence à avoir des sommes 100 000, 200 000, 300 000 dans ce type d'assurance vie pour lesquelles à l'intérieur il y a des SCPI et si la SCPI n'a pas de liquidité, l'assureur va simplement vous appeler en vous disant oui, j'assure une liquidité, mais je vais décoter vos parts de 30%, monsieur ou madame. Euh, Est-ce que ça vous intéresse toujours? Et donc dans ce cas-là, on se retrouve relativement bête. Enfin, c'était mon cas parce que j'étais persuadé qu'il y avait une forme d'assurance, etc. Et en fait, l'assureur ne s'engage pas sur le prix départ. L'assureur s'engage à fournir une liquidité. Et en contrepartie de cette liquidité, que lui va se retrouver bloqué alors qu'il en veut pas, eh ben, il va décoter les parts très sérieusement pour vous fournir une liquidité. Donc attention à Vous, ça, c'est pas très agréable. Et en plus de ça, l'assurance vie prend des frais d'entrée, elle prend des frais de gestion quasiment de 1%, et on rajoute les frais de la SCPI. Donc on a une enveloppe globale de frais qui est assez énorme pour un rendement qui est relativement limité avec un blocage de capital qui est quand même très sérieux. Donc là, le raisonnement, c'est attention à tout ça. Probablement, si vous avez un lien avec les États-Unis, beaucoup plus efficace avec les États-Unis. Voilà. Désolé, c'était un peu technique, autre mais chose ces à questions rajouter, étaient très précises. Smara? Non. Quel impact fiscal pour un résident US lorsqu'il détient une SCI en nue propriété? Tout dépend. En nue propriété, rien du tout, mais par contre, quand vous avez reçu la nue propriété, euh, si c'était plus de 100 000 dollars, vous aviez une déclaration à faire aux États-Unis, un formulaire 3520. Donc attention à ça. Mais sinon, rien de spécial. Et Pour une après, quand résidence vous principale, passez en pleine propriété, là, il y aura des déclarations à faire. La SCI comme Partnership, les revenus éventuels, etc., etc. que des trucs fun. Que des trucs fun à faire. Ouais. Pour une résidence principale entièrement payée, est-ce que cela peut valoir le coup de refinancer ou d'emprunter auprès de la banque en utilisant le bien comme garantie afin de réinvestir sur les marchés financiers? Est-ce une stratégie que vous recommandiez à certains clients et dans quel cas? On la recommande à certains clients dans un cas, c'est si votre taux d'intérêt, c'est pas le cas ici, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, si votre taux d'intérêt est à 3%, 3,5%, peut-être. À 6,5%, il faudrait faire mieux sur les marchés que 6,5%. Si vous reprenez l'argent et que vous le mettez sur les marchés, il faudra faire mieux que 6,5%. Est-ce que c'est possible? Absolument. Est-ce que Risqué, c'est absolument. risqué? Absolument aussi. Ouais. Donc moi, je ne ferai pas ça. Ou sinon, on a une variable que l'on a eu l'occasion de travailler où Avec les le gens box spread? possèdent leur résidence principale, ils possèdent aussi un portefeuille financier, ils réempruntent la moitié de ce qu'ils avaient sur leur résidence principale qui est totalement payée grâce au brokerage account qu'ils possèdent et cet argent est réinvesti sur les marchés. Ce qui fait qu'en fait, ils reconstruisent une dette sur cette maison qu'ils possèdent à 100%. Donc ça, c'est envisageable à voir dans le détail, bien évidemment. Ouais, mais si c'est 6,5%, enfin, Non, ça avec dépend un à box combien. spread. Donc ça serait S'ils possèdent déjà un 4,3%. brokerage à compte avec suffisamment de fonds, ils peuvent remprunter cette somme pour le remettre dans le brokerage à compte Ça serait et on peut considérer que 4,3%. c'est une dette sur la maison. Ouais, Ouais. Donc on peut faire ça, mais dans ce cas-là, il faut faire un montage de type box spread. Sinon, correct. si vous avez un taux à 6,5%, ça ne va pas Pas forcément le coup. déductible, qui plus est. Mais Ouais, attention, c'est pas forcément ce qu'on recommande, ça dépend de votre situation. bien sûr. Ça dépend de votre Ouais, capacité. C'est c'est pas un peu forcément ce subtil. qu'on recommanderait. Que pensez-vous d'acheter un bien immobilier aux États-Unis en étant sous visa d'entreprise? Ça dépend. Est-ce que c'est pour investir ou est-ce que c'est pour vous-même? Ça dépend aussi de quel type de visa. Mais ça me paraît dangereux, particulièrement en ce moment où si vous êtes en visa, ça veut dire que vous êtes temporairement aux États-Unis. Pas forcément une bonne situation pour acheter un bien aux États-Unis.
Probablement Mais d'autres après, ça choses dépend à des cas. faire. 401k, Roth IRA, optimisation de vos assets. Ouais. Avez-vous déjà vu des clients réaliser des investissements Airbnb réellement rentables par rapport au marché financier? Et côté fiscalité, dans quel cas ce type d'investissement peut-il permettre de générer des pertes déductibles contre des revenus actifs? Vous pouvez jamais générer les pertes que vous générez euh, via une location ne peuvent pas être contre les gains que vous générez via les investissements. C'est deux différents types de revenus, de gains, etc. Donc, Ou des c'est revenus pas l'idée. professionnels. Ou des revenus professionnels. Donc, c'est pas, vous pouvez pas faire ça. Donc, ça, déjà, c'est pas possible. En tout cas, à ma connaissance. Euh, Est-ce qu'on a déjà vu des investissements Airbnb réellement rentables par rapport au marché financier? Non. Mais posez-moi la question. Si vous m'aviez posé la question en, je sais pas moi, en 2022, quand les marchés ont baissé de 22%, je vous aurais dit, ah oui, à ce moment-là, à cette année, c'est plus rentable le Airbnb. Sur ces 3 dernières années, pour la plupart des clients, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. On a fait entre 10 et 22% suivant le niveau par an, suivant le niveau suivant le niveau de risque. Donc non, pas, c'est imbattable. Mais encore une fois, ça dépend, ça Les dépend seuls de ce qu'on dossiers, recherche. ouais, les seuls dossiers que j'ai vu s'approcher d'une rentabilité assez intéressante entre 15 et 20%, c'est des gens qui avaient des avantages vis-à-vis du marché global. Ils possédaient déjà les terrains, ils avaient déjà l'immobilier, ou alors c'est leur métier de gérer ce genre de choses. Ils étaient en lien avec ça et ils ont su créer une différenciation. Mais tout le reste, c'est-à-dire 95% des dossiers que j'ai montés, que j'ai financés quand j'étais en France, on est sur des rentabilités qui vis-à-vis des États-Unis, non, on est très loin de ce que les États-Unis permettent. Ouais. Mais c'est pas une question, encore une fois, immobilier, c'est plus rassurant. Dans les marchés financiers, ça fait plus peur. Donc, non, si on pur résultat financier, non. Et encore une fois, les gens pensent, les Français, beaucoup de Français disent, ah oui, mais parce que leurs parents ont investi dans des produits financiers, ont tout perdu, etc. Ils pensent qu'investir sur le marché financier, on peut tout perdre. C'est impossible de tout perdre, sauf si vous investissez dans une seule action ou dans un seul produit financier et que le produit financier, pour X ou Y raison, se casse la figure. Nous, on investit dans des centaines d'actions via des ETF ou dans des actions en direct. Vous ne pouvez pas tout perdre. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez perdre 50%. Ça, c'est possible. Si on investit de manière risquée, vous pouvez perdre 50% et puis après, ça remontera potentiellement. Mais vous ne pouvez pas tout perdre. Donc ça, c'est pas possible. Donc il y a cette idée, cette légende dans la psyché française, en quelque sorte, où oui, mes parents, leur conseiller bancaire, j'adore, quand on me compare à des conseillers bancaires, mon conseiller bancaire m'avait vendu ce produit, et puis en 2008-2010, ils ont tout perdu, etc. Ouais, mais c'est la différence entre des gens qui sont fiduciaires, qui ne vendent pas de produits financiers, et des conseillers bancaires qui sont chargés de vous vendre des produits financiers complexes, hein, ou des produits d'assurance complexes qui ont l'air sécurisés, etc., mais qui en fait, personne ne les comprend. Parce que le contrat, il fait 90 pages, que personne ne lit. Bonjour à l'équipe, Guillaume, merci pour je ce... me permets juste, Ouais, vas-y. parce il y a certaines situations dans lesquelles tu peux appliquer certains revenus, certaines pertes de rental à de l'income régulier. Il y a plein de conditions à ça. Il y a différents statuts aussi. Si vous gagnez moins de 150 000 dollars par année et que vous êtes qualifié comme pro de l'immobilier, par exemple, enfin, il y a plusieurs choses comme ça, dont il y a aussi une limite de 25 000 dollars. Mais voilà, donc il y a des possibilités à creuser, mais en sachant que tout ça, bah, ça fait beaucoup de travail. Et comme disait Nicolas, je le rejoins là-dessus. Si vous avez un avantage compétitif, que vous êtes dans l'immobilier, que vous êtes dans ce genre de choses, pourquoi pas? Sinon, ça risque de vous prendre beaucoup de temps, d'être assez complexe à gérer au niveau déclaratif, etc. Donc, juste à réfléchir. Puis je peux prendre la question suivante si tu veux. Euh, Vas-y. alors, bonjour à l'équipe, merci pour ce webinaire. Si nous retournons en France plus de 183 jours par an, mais que nous conservons notre maison aux États-Unis pour vivre entre les deux pays,
La résidence américaine sera-t-elle prise en compte pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, donc l'IFI? La réponse est oui. Alors, normalement, ce sera au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans de résidence en France que les biens mondiaux seront pris en compte pour l'IFI. Mais ça va rentrer en ligne de compte. Donc, l'IFI, c'est à partir de 1,3 million d'actifs immobiliers nets dans le monde. Et puis, la personne a partagé aussi une anecdote. Merci d'ailleurs pour ça. Petite anecdote perso qui confirme votre jugement sur l'immobilier. J'avais un bien locatif à Fayetteville, en Géorgie, un état pourtant landlord friendly, donc pro-propriétaire. Le locataire a été expulsé après une décision de justice, mais la Cour estime que c'est la responsabilité du propriétaire de couvrir les loyers impayés. Il faut savoir qu'un debt collector demande une commission de 50%. En prenant en compte les complications administratives pour monter le dossier, on a lâché l'affaire et considéré cette somme comme perdue. Bref, on dort mieux avec des index funds. Ouais, merci pour le partage. C'est un Après bon avoir fait un exemple. 1031 exchange avec un ou des REIT, peut-on par la suite refaire un 1031 pour racheter de l'immobilier? En théorie, oui, mais je l'ai rarement vu de cette manière-là. Mais je vois pas de raison a priori pour laquelle ce serait pas possible. J'ai acheté un petit studio à Paris 16e en août 2024, cash. Je sais. En matière d'impôt, j'ai fait une déclaration en micro. J'ai cru comprendre qu'il valait mieux choisir le régime réel, probablement. Le loyer est à 850 euros par mois, charges comprises. Le centre des impôts me demande de payer presque 1898 euros pour les revenus de 2024. Ça me paraît énorme. Oh, non, 850 fois 10, ça fait 8500. Non, pas forcément. Notamment parce que mon agent immobilier m'avait dit « Ah, j'aime bien, j'ai même pas eu la suite, j'ai dit « Mon agent immobilier m'avait dit que je paierais environ un mois de loyer par an hors charge en impôts. Un expert comptable m'avait plus ou moins confirmé la même chose. Ok. Je contacte le centre des impôts, mais pas de réponse. Que me conseillez-vous de faire à ce stade? 850 euros par mois. Alors, Je ça dirais fait faire combien? probablement un bilan pour vérifier tout ça, mais si vous 12 êtes dans ce webinaire, c'est 000. que vous êtes en lien avec les États-Unis et donc il est fort probable que vous soyez non résidente et ils ont peut-être oublié la partie non résidente qui vous impose 20% de flat tax Ouais, c'est ça. sur les On a, loyers. voilà, on est à Donc moi, ça me choque pas non plus. 18,6%. Ça ne me choque pas. Ouais, 20% sur les loyers non résidentes. Ouais. Mais les agents 20% aux immobiliers. États-Unis, 17,2 en France, ça fait 37,2, plus peut-être une part à nouveau aux États-Unis, quasiment 40 pour nous qui sommes en Californie, sur ce Mhm. régime-là. Ouais. Donc la question, c'est plutôt, est-ce que ça a du sens de conserver ce bien? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de l'arbitrer et de regarder s'il n'y a pas quelque chose de plus favorable pour vous aux États-Unis? Non, mais si. Ça vaut pas le coup de garder le bien. Non, mais moi, je vais répondre à la J'ai pas fait question. les calculs, c'est toi qui as fait Et les on s'en calculs, fout des Guillaume. calculs. On se fout 850 euros par mois et en plus payer 2000 euros et puis on s'embête à droite, à gauche aux États-Unis. En France, enfin, je sais Si pas. Bon, émotionnellement bref. c'est important, ouais, ok. Euh, Ouais, elle a non, mais précisé que le studio est meublé. Ah, le studio est meublé, donc oui, si c'est sur du bon, ça me LMNP, paraît beaucoup. effectivement, le micro, ça a pas Ça trop paraît beaucoup, d'intérêt. ouais. Ben, c'est parce que c'est Ouais. du micro. Le C'est du micro, c'est un micro, ouais. abattement forfaitaire, il faut que vous passiez impérativement en réel, En régime, effectivement. régime réel, ouais. Mais qui dit réel dit comptabilité, dit avoir comptable pour faire de l'amortissement. Donc, ça veut dire payer Dit une payé comptabilité. comptable. Monmeublé.fr, ils font ça globalement très bien. Ouais. Euh, Tiens, monmeublé.fr. alors, merci Guillaume et compagnie, toujours un plaisir. Merci Guillaume. Euh, Pascal. Pascal. Boxpress est semblable au Crédit Lombard. Oui, sur un certain aspect, oui, on va dire. Crédit Lombard ou Crédit Infine, ça ressemble. Absolument. Ça ressemble. C'est le cousin, on va dire. C'est le cousin américain du Crédit Lombard. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux que le Crédit Lombard. Voilà, merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. N'hésitez pas non plus à partager ce webinaire avec vos collègues, amis, famille aux États-Unis qui pensent que l'immobilier, c'est génial. Non, mais après, à la fin de ce webinaire, on va dire non, mais l'immobilier, non, mais c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on voit. Hein. On n'est pas contre l'immobilier. C'est juste que les faits sont là. Hein.
Donc voilà. Mais On a n'hésitez pas aussi à partager nos noms, etc. Ouais, vas-y, ouais, Smara. on a aussi plusieurs articles sur le blog, sur l'immobilier, Ah ouais, notamment c'est vrai. une série de 3 articles qui décrit le processus d'achat, le processus de location, le processus de vente, en comparant la France et les États-Unis. On a plein de choses sur l'immobilier. Voilà, passez une bon match de foot. Et puis, on se revoit pour un autre webinar. À bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir, bonne journée.